Back with the remix. These boys are my sons like Phoenix. My city. See the shots that I took, wet like I'm booked. Raising up, deep three on the way. Oh, Durant goes, boom! That is The sun came out, I went about to drop. All right, so let's go. Shazam! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Valley Hoop, le podcast francophone consacré aux Phoenix Suns. Les Phoenix Suns qui sont, au moment où on parle, nantis d'un très bon bilan là, sur le début de saison NBA. 9 victoires et 3 défaites au moment où on enregistre, c'est-à-dire avant le déplacement à Oklahoma City, donc dans la nuit de vendredi à samedi. Et donc les Suns qui ont, depuis notre dernier podcast, ont continué de gagner quelques matchs avec quelques belles victoires, notamment à nouveau face aux Mavericks. Également 2 défaites face aux Kings. On va parler de tout ça. Il y a pas mal de choses à dire. Il y a eu des blessures aussi. Et malheureusement, c'est un peu le point noir. Et pareil, on avait un peu foreshadowé, si j'ose dire ça, lors du dernier numéro, en disant que c'était malheureusement un risque avec les minutages importants de nos joueurs stars. Et donc du coup, on va parler de tout ça, de toute l'actualité des Suns là aujourd'hui dans notre podcast avec Greg qui est de retour parmi nous. Comment ça va, Greg ? Mieux, beaucoup mieux. Merci. Ouais, j'avais une sale allergie comme si c'était le printemps la semaine dernière, donc j'avais dit je vous laisse faire tous les deux les gars. Et puis non, sinon écoute, on fait aller quoi, la vie. Novembre, il fait gris, il fait déjà nuit chez toi. Voilà quoi. C'est la fameuse lumière normande, voilà, Monet, tout ça. Enfin, c'est clair. C'est toi la lumière normande, arrête. Peut-être que c'est ça. Mon crâne chaud qui réfléchit. Et Malo évidemment est avec nous comme d'habitude. Comment ça va, Malo ? Ça va très bien. Il fait un peu de soleil aujourd'hui pour le coup sur Angers, donc profite comme on peut, mais prêt à parler des Suns aussi, de retour tous les trois, ça fait du bien. Effectivement, ouais, c'est le premier numéro qu'on fait ensemble depuis un moment. Messieurs, on va pas perdre plus de temps que ça d'ailleurs, parce qu'il y a quand même vraiment pas tant de choses que ça à dire depuis le dernier numéro. Mais Greg, on n'a pas eu ton ressenti la dernière fois, donc ça va être intéressant de l'avoir aussi sur ça. Écoute, on peut commencer déjà par ce bilan général des Suns et de se dire qu'on reste dans le haut du panier de la conférence Ouest pour l'instant, donc avec ce 9-3, même si ça commence à revenir un peu derrière, même s'il n'y a pas énormément d'écart avec le gros ventre mou de l'Ouest là qui est parti sur des bonnes bases. Ça a été abondamment commenté ces derniers jours, mais il y a une énorme différence pour l'instant en termes de bilan et de nombre de victoires entre l'Est et l'Ouest. Effectivement, nous on est donc du mauvais côté à l'Ouest, là où c'est vraiment très très dur d'exister, on va dire, dans un classement. Mais pour l'instant, donc les Suns ont profité là de leur bon début de saison pour rester devant. Il y a eu pourtant donc des adversaires qui étaient de bonne facture. Là, il y a encore un gros calendrier qui s'annonce. Greg, justement, comment tu juges un peu ce début de saison à cette aune-là, c'est-à-dire compte tenu de l'adversité, le fait d'être à 9-3, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, c'est carrément une bonne nouvelle, franchement, vu la difficulté de l'agenda des Suns, les blessures qui commencent à nous embêter depuis quelques matchs et le niveau de jeu de certains de nos cadres, et on va en parler dans cette émission, mais particulièrement Devin Booker, je pense qu'on peut être très satisfait du niveau et du bilan affiché par les Suns en 9-3, et surtout de choses qui, dans le jeu, doivent nous rassurer. Il y a plein de trucs qui nous rassurent. On en a parlé un peu en début de saison, mais là, on arrive bientôt à la quinzaine de matchs. C'est toujours pas le bon moment de tirer des conclusions, mais ce qu'on voit et qui nous rassurait au bout du 5e, 6e match est toujours là, malgré certaines absences d'ailleurs. Donc non, plutôt très satisfait. Après, c'est difficile de pas être satisfait d'un bilan en 9-3 quand t'es 3e de la ligue,
alors que t'es pas supposé être contender, alors qu'il y a d'autres équipes qui sont très fortes à l'Ouest et qui elles aussi ont des problèmes, etc. Donc dans tout ce marasme, arriver à sortir de la tête de l'eau, c'est plutôt cool. Ouais, on a vu les Suns capables d'enchaîner les performances et en tout cas tant qu'ils étaient au complet, plutôt de monter en puissance parce que cette série là de cette victoire, elle s'est vraiment construite sur un groupe au complet avec des rotations qui commençaient à être un peu calées, on va dire. Effectivement, la blessure de Kevin Durant change pas mal de choses parce que voilà, depuis tout simplement, on est en, je crois, 1-2 tout simplement, une victoire et 2 défaites contre les Kings. Toi, Malo, justement, depuis notre podcast de la semaine dernière, est-ce que comment tu as jugé l'évolution de l'équipe? Est-ce qu'on continue à progresser, on va dire, dans la cohésion et dans la construction? Est-ce que là, les 2 défaites contre les Kings correspondent plutôt à un coup d'arrêt pour toi? Comment tu vois les choses? Non, bah c'est toujours un peu dans cette dynamique de bon bah on n'est pas non plus encore rodé parfaitement, et ça on en a parlé déjà dans le dernier podcast, mais bah enfin en tout cas on arrive à gagner un peu ces matchs 50-50 où bon bah sur les 5 dernières minutes les deux équipes peuvent gagner. Pour l'instant on a gagné ces matchs-là qui nous permettent d'avoir ce bilan et d'avoir ce tout petit match-là en tout cas sur nos autres concurrents de l'Ouest. Mais ces 2 défaites elles sont pas tellement inquiétantes dans le sens où bah notre meilleur joueur est blessé. Sur les 2 derniers matchs, en tout cas sur le dernier, pareil, Bradley Beal est blessé, Grayson Allen n'est pas là. Enfin, ça commence vite à faire très très vite derrière au niveau des postes arrière 3-4. Les postes de 3-4 où ça commence à un petit peu être vide, et notamment en termes de création offensive. Donc, bon, bah voilà, les Kings, ça reste une bonne équipe tout de même qui est un peu dans notre range, voilà, candidat playoff à l'Ouest et qui est pas facile à jouer. Surtout, bah, le premier match contre eux où, bon, bah, dans le quatrième quart-temps, notamment avec la blessure de Ryan Dunn. Greg avait une discussion sur ça, notamment sur Twitter. Bah, DeRozan et Fox prennent feu dans le quatrième quart-temps en prolongation. Sans ça, bah, entre guillemets, on peut gagner le match sans notre meilleur joueur. Donc ça reste sur la lancée de ce début de saison, on l'a dit, de ce collectif, ce groupe un peu qui est en train de se construire. Les blessures, ça peut aider aussi à construire ce groupe. Il y a notamment, je pense que ça va te faire très très plaisir, et je suis un peu surpris que tu n'en aies pas encore parlé, Rod, mais c'est la grosse perf de Josh Okogie lors du dernier match. Bon, qui était peut-être un peu trop isolé pour le coup, mais voilà, ça permet à C'était dans d'autres de une briller. défaite. C'est ça. Autant dire que s'il avait fait gagner le match, oui, effectivement. C'est ça, mais en tout cas, ça permet voilà, un peu tout le monde de se montrer. Tout le monde a un peu son match référence jusque-là dans ce début de saison, donc c'est plutôt cool. Et voilà, si le bilan ne craque pas totalement dans les 2 prochaines semaines, c'est toujours très positif. Et je pense qu'en regardant le début de saison, le contexte des blessures, tout ça, on me dit qu'on est en 9-3 à ce stade-là. Ouais, je signe tous les jours, plutôt content. Et voilà, rien de quoi non plus s'extasier et voilà, dire qu'on va jouer le titre, tout ça, mais en tout cas Hmm. content, et ouais, content de ce début de saison, quoi. Ouais, effectivement, il y a pas de quoi non plus sauter au plafond, mais on est plutôt sur des bons rails, on va dire, dans une bonne situation sur le plan comptable, sur le plan de ce qu'on a vu sur le terrain aussi. Moi, vraiment, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire dans le sens où compte tenu de la situation, les 2 défaites contre Sacramento sont pas infamantes. T'as parlé de la première et du fait qu'on était finalement pas si loin de gagner ce match sans KD qui marchait sur l'eau sur les matchs précédents. Le deuxième, en fait, on s'accroche grâce effectivement notamment à un très bon Josh, mais on s'accroche pendant 3 quarts temps. On est là, et puis on finit par craquer un peu face à la puissance de feu. Et ils parlaient de ça d'ailleurs les commentateurs. Kehre et Anne Meyers-Drisdale lors du dernier match, de dire effectivement quand t'as Bill, Durant et Allen qui sont pas là, alors je sais pas combien de points ça représente au total ces 3 joueurs-là, mais enfin en moyenne on va dire, mais c'est plus de Cinquantaine, quoi. voilà, une cinquantaine en gros, plus de 40 c'est sûr, à 3, donc c'est quand même beaucoup. Effectivement, c'est pas facile à compenser comme ça du jour au lendemain. Il y a l'impact défensif aussi que peut avoir Bill en premier rideau, en tout cas avec les titulaires, qui est clairement au-dessus de ce que peuvent proposer des joueurs comme Booker ou comme Tyus Jones. Donc effectivement, l'impact de KD aussi en défense est important. Hein. On salue à l'ami Théo sur le FC Soleil qu'on avait parlé au moment de la blessure de KD, qui disait qu'il craignait plus l'absence de KD du côté défensif que du côté offensif. Du côté offensif, effectivement, c'est plutôt du côté défensif qu'on a pris l'eau là depuis que KD est absent.
3 matchs où on a quand même pris des rafales de points, et notamment des séquences où l'adversaire arrivait à scorer vraiment facilement, quoi. Il y a plusieurs raisons à ça, mais bref, effectivement, si on regarde le truc d'une manière générale, il y a pas vraiment de quoi faire la fine bouche avec un bilan comme ça de 9-3, et avec l'attitude de l'équipe. Moi, je voulais rebondir là-dessus et vous demander ce que vous en pensiez, messieurs. Parce que moi c'est quelque chose qui m'a énormément plu depuis le début de la saison. Évidemment, c'est matérialisé par des joueurs comme Royce O'Neal, comme Ryan Dunn, qui est exceptionnel dans ce registre-là, on va dire, du hustle et de l'énergie. Évidemment par Josh depuis qu'il est revenu. Enfin, moi j'avais absolument aucun doute sur ça. Vous savez que je le porte dans mon cœur même. Enfin voilà, c'est ce type de joueur-là apporte dans un effectif de l'énergie, du hustle, du rebond offensif. Évidemment, il avait des stats absolument hallucinantes l'année dernière. Josh au rebond offensif, ça risque d'être un peu pareil cette saison. On a besoin de ces éléments-là, de ce supplément d'âme, parce que on le sait, notre effectif il est bizarrement fagoté quand même, donc il faut qu'il y ait cette détermination, cette espèce de côté chien fou et qui contamine tout le collectif. C'est ce dont on avait parlé un peu là dans des dernières émissions, notamment celle qui a été diffusée, puisque Grégory a enregistré une ensemble qui est pas passée. Mais au niveau de l'état d'esprit, malgré la défaite là, et c'était un peu notre le premier blowout, quoi, au premier moment en tout cas, où il y a vraiment un garbage time qui est donné aux remplaçants du côté des Suns, donc ce qui nous a permis d'ailleurs de voir un peu Jalen Bridges, Ty Washington, qui était rentré un peu d'ailleurs un peu plus tôt dans le match et qui avait joué un peu dans le troisième avec une entrée pas inintéressante. D'une manière générale, il y a quand même voilà, il y a des signaux qui sont intéressants sur ce que montre l'équipe vraiment sur le terrain au-delà du bilan. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Greg? Ah, complètement, hein. Franchement, c'est enfin et à nouveau un plaisir de regarder les Suns, quoi. C'est-à-dire que c'est c'est plutôt joli à voir, mais c'est aussi effectivement plein d'engagement. Et Josh Okogie, pour moi, est le symbole de cet engagement sur la dernière semaine, euh, simplement parce que il a une débauche d'énergie qui fait que même si sur le papier, en début de saison, avant que tout commence, tu lui donnes pas de minutes, eh ben, il va quand même en gratter. Et ça, c'est phénoménal. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est une des qualités d'ailleurs pour lesquelles tu l'adores le temps, Rod, et pour lequel personne ne peut t'en vouloir de l'adorer autant, parce que moi aussi, je l'aime beaucoup. Mais c'est vraiment un joueur qui a une capacité à donner beaucoup plus que ce qu'on peut attendre de lui en dépenses énergétiques. Alors, ça tombe pas toujours à 3 points, c'est pas toujours hyper efficace, etc. Mais par contre, le volume d'énergie dépensée, de kilowatts dépensés sur le terrain est phénoménal, quoi. Le mec est une centrale nucléaire. Et le truc, c'est que je disais que ça tombe pas toujours dans les filets en attaque, mais cette saison, eh ben ça va. C'est pas pire. C'est pas pire. Les petits shoots dans le corner qui commencent à rentrer, etc. Les contre-attaques qui sont toujours efficaces, les cuts qui sont toujours là aussi. Et j'ai l'impression qu'il trouve un moyen d'être même compatible sur certaines séquences avec Ryan Dunn dans le 5. C'est-à-dire qu'on se retrouve même à voir Bud potentiellement imaginer de faire jouer les deux en même temps, alors qu'on reste quand même sur des joueurs dont l'a priori qu'on peut avoir sur eux est plutôt que ce sont des négatifs en attaque. Et ben non. Et ça, c'est vraiment, vraiment très cool. Et du coup, c'est des gens qu'on salue tout le temps, The Timeline, le podcast arizonien des Phoenix Suns qu'on aime bien écouter dans l'équipe. Sam et Mike en parlaient, ils leur ont décerné un award bien à eux qui s'appelle le Hustle Dan Mayerly Award de l'année, de la semaine. Ouais, voilà, c'est ça. Et je crois que c'est tout à fait désigné. Donc, ouais, Josh Okogie, gros symbole de ça, quoi. Ouais, gros symbole de ça. Moi, j'aime beaucoup. Et ouais, donc pour ce qui est, alors pour l'instant l'échantillon est très réduit, donc Oui. pour ce qui est de la réussite au tir, on va se calmer. Effectivement, il est à 50% à 3 points. Il ne sera pas à 50% à 3 points cette saison. Tant que c'est mieux que 35. C'est ça. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on avait dit un peu pendant les over-under avant la saison. C'est ça. Lui, c'est un peu son passeport pour avoir des minutes en fait, le fait d'être au moins voilà dans la moyenne à peu près à 3 points. J'y crois, mais effectivement au-delà de ça, c'est ce qu'on a vu là, c'est qu'il apporte du mouvement, il apporte de l'énergie, même du côté offensif. Il se cache pas en fait tout simplement, quoi. Il a pas peur d'aller driver et tout. C'est quelque chose qu'on voit aussi du côté de Ryan Dunn. D'ailleurs, moi, c'est peut-être ça que je trouve le plus impressionnant sur le début de la saison, encore plus que le fait qu'il rentre des 3 points. Déjà, ça c'est étonnant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait vraiment le côté, c'est un joueur
ultra négatif en attaque, il ne sait rien faire. Tu vois, genre, vraiment, c'est tu joues à 4 en attaque, sauf que c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que vraiment, ce qu'on voit de Ray Andon, c'est au-delà du fait que donc réussir à 3 points un peu aléatoire d'un match à l'autre, mais ça va, il rentre. Mais au-delà de ça, c'est qu'effectivement, il est pas du tout unidimensionnel. Il arrive à prendre les bonnes décisions. Il arrive à prendre la ligne de drive quand c'est ouvert, quand le close-out monte trop, ou quand dans l'action je crois que c'est sur le match contre Utah où il met un dunk comme ça en traversant complètement la raquette parce que il y a eu un ballon qui a été ressorti au bon moment par Book et tout. Et, euh, et effectivement, il apporte ce côté de mouvement, on va dire, en attaque, qui est extrêmement important. En tout cas, ces joueurs-là, Josh et Ryan Dunn, évidemment, c'est quelque chose qu'on a vu pas mal aussi avec Royce O'Neal depuis le début de la saison, et ça va être très important, d'autant plus en l'absence de Bradley Beal, qui, alors Greg, t'en avais parlé abondamment dans le podcast qui est passé aux oubliettes, mais il y a ce côté un peu de moteur offensif par l'énergie et par le déplacement, par le mouvement de Bradley Beal, et effectivement, quand il est pas là, ça se voit. Hein, il y a une attaque beaucoup plus statique, hein, vraiment sur le deuxième match contre Sacramento. Est-ce que sur le bilan global et l'aspect général de l'équipe, tu avais quelque chose à ajouter, Malo? Non, pas spécialement d'accord avec vous. Je vous rejoins sur ce que vous avez dit, pas forcément ouais, de points à développer. Content que tu aies souligné le mouvement de Ryan Dunn. Ouais, j'hésitais à te couper en disant que il bouge tout le temps en attaque, c'est phénoménal. Il est toujours à couper, à mettre un écran, à aller se positionner à 3 points. En fait, je pense que il doit être tellement fatigant en défense que il oblige en plus le mec, enfin, sur lui par exemple, voilà, un Doncic ou un joueur comme ça, à défendre en fait, à bouger, à se donner, se donner physiquement et à être moins lucide de l'autre côté du jeu. C'est aussi un aspect qu'on peut pas trop analyser en termes de stats, de machin, de trucs, mais pour le coup, ouais, c'est à le suivre. Ça m'a surpris aussi dans le sens où bah pour moi ouais c'était un point mort, on le pose dans le corner, Ouais. on attend que l'attaque se passe et Mais ça, tu c'est le reviens. coaching. Est-ce que Ça- c'est pas le ça- coaching? ah oui, Pour moi, c'est le bah, coaching, hein. bah, En fait, avec, hein? je Qu'est-ce que tu dis? pense qu'avec Frank Vogel c'est pas du tout le même rendement, pas pour tirer une balle, mais dans tout ce mouvement qu'on n'avait pas Elle est l'année tirée, dernière. ça y est, hein. Non mais voilà, c'est un exemple comme un autre. Non, ça c'est surtout que le mouvement apporté par Bud, dont on a parlé, bah, notamment Bill qui en est aussi l'exemple, le meilleur exemple je pense aussi, enfin, ça crée des choses à partir de rien entre guillemets. Ouais, En tout en cas fait, pour Landon quoi. moi j'ai l'impression que Bud, il va voir les joueurs et il leur dit t'inquiète, tout le monde dit que tu vas être nul en attaque, mais tu vas pas être nul en attaque. Et on va Mm. trouver des moyens pour que tu sois bon en attaque et surtout que tu aies une plus-value euh, sur le joueur qui est en face de toi, c'est-à-dire que tu le fasses travailler, que tu laisses jamais un joueur de l'équipe adverse être tranquille en défense et ne pas bosser en défense. Et du coup, même les gars qui sont effectivement sur nos attaquants les plus faibles, eh ben, ils doivent bosser, ils doivent se déplacer, ils doivent se fatiguer à courir autour du terrain, aller chercher les mecs qui sont Ryan Dunn, Josh Okogie et les autres. Et ça, c'est vraiment, vraiment très cool. Hein. Effectivement, hein, c'est vraiment une grosse plus-value que d'avoir su motiver ces mecs en attaque et ne pas en faire des plots pendant que Kevin Durant et Booker font des pick and roll ou des pick and roll inversés, clairement. Mm. Ouais, pour l'instant, il y a vraiment un mouvement collectif dans notre attaque. En tout cas, les meilleures prestations des Suns, ça a été ça. On peut parler évidemment des deux matchs contre les Mavs, le match contre le Heat aussi, le retour contre le Heat, c'est vraiment ça. C'est on arrive à les asphyxier par notre mouvement de balle et par les mouvements sans ballon des joueurs. Donc effectivement, c'est évidemment une voie très intéressante, très encourageante pour Phoenix, d'autant plus que bah voilà, on va en parler un petit peu après, mais on peut pas vraiment jouer l'héliocentrisme, c'est pas possible en fait dans les circonstances actuelles. Donc il faut qu'on arrive à être plus intelligent que ça, à jouer voilà sur un mode plus voilà plus de mouvement collectif quoi. Et effectivement pour l'instant c'est assez intéressant. J'ajoute que en défense c'est aussi des séquences qui sont très intéressantes, notamment les séquences de switch roll avec Osso. Ou avec un 5 petit quand il y avait Durant qui était encore disponible. C'est des séquences qui sont très intéressantes et qui pour moi permettent à l'équipe de hausser son plancher défensivement. Donc enfin voilà, d'une manière ou d'une autre, on va avoir besoin de cet état d'esprit collectif et on va avoir besoin de cette notion de mouvement, de dynamisme. Ça va être très très important dans la saison des Suns, c'est dans ce qu'ils vont réussir. Messieurs, pour parler un peu de la suite.
la suite des opérations pour Phoenix, bah ça va être encore assez assez corsé là dans les jours qui arrivent, parce que bah du coup là donc il y a ces doubles confrontations. Alors c'est pas tout à fait, j'avais parlé de comment dire de back-to-back là dans la dernière émission, c'est pas tout à fait un back-to-back puisqu'en fait il y a un match donc dans la nuit de vendredi à samedi contre OKC et un match dimanche à 21h30 heure française, donc dans l'après-midi pour les États-Unis. Donc il y a en gros 36 heures entre les deux matchs, quoi. Donc entre ce match de KC et le match de Minnesota, donc deux déplacements face à des gros concurrents, on va dire, de l'Ouest. Derrière, il y a une grosse série de matchs à domicile avec dans l'ordre donc Orlando, New York, donc les Knicks. Los Angeles, donc les Lakers, les Nets de Brooklyn, les Warriors de Golden State et San Antonio début décembre. Donc alors, il va y avoir des matchs qui vont s'intercaler puisqu'il y aura la fin de la. Non, peut-être pas d'ailleurs. Je sais pas trop comment ça va fonctionner. Mais en tout cas, il y aura des matchs en plus à un moment ou à un autre. Sera après, ce sera plutôt en décembre avec Je crois que la c'est en NBA décembre, Cup. ouais. Ouais. Donc je vois qu'il y a un gros trou du coup entre le mercredi 20 et le mardi 26 entre New York et LA, entre les Knicks et les Lakers. Donc bah ça va pas être ça va pas être un rythme hyper soutenu. En revanche, c'est des adversaires qui dans l'ensemble sont quand même de très bon niveau. Même les adversaires de l'Est, hein, que ce soit Orlando ou New York, c'est des équipes qui vont être difficiles à prendre, des équipes accrocheuses. On va dire que les Nets ça peut ressembler à une récréation dans ce programme qui nous attend. D'une manière générale, on voit que d'ici fin novembre, ça va quand même être bien costaud. Il y a donc ce back-to-back prévu qui est donc les deux réceptions des Lakers puis des Nets. Donc à la limite, c'est intéressant de se dire que le deuxième match est contre Brooklyn. D'une manière générale, là, c'est surtout les matchs qui arrivent avec les deux gros les deux gros déplacements, on va dire, à l'Ouest, puis la réception Orlando, New York et je crois que c'est Golden State après, je sais plus exactement. Non, c'est les Lakers justement après. Donc du coup, ces 5 matchs-là, donc ils vont clore un peu la période qu'on avait définie dans le podcast précédent. Ça va être vraiment des gros matchs. Est-ce qu'il y a vraiment un risque d'enchaîner les défaites, j'allais dire, sachant, alors on peut déjà le dire parce que c'est tombé là dans le injury report, Bradley Beal sera absent pour le match de cette nuit contre OKC. Il se peut qu'il manque plusieurs matchs, hein. A priori, il y a quand même un petit bobo, je sais plus où exactement. Vous allez peut-être me le dire, messieurs. Mollet, le mollet. Ah oui, mollet, ah oui, c'est à mollet gauche, comme Durant en fait. Je crois que c'est la même blessure. Absolument, ouais. Et concernant Nurkic et Allen, ils sont eux questionable pour cette nuit. Donc il y a toujours un petit pépin. On parlera après de Booker, mais qui est pas non plus au top de sa forme. Est-ce qu'il y a un risque autour de ça en fait, autour de la la force du nombre, ce qu'on va pouvoir apporter à ce niveau-là, quoi. Comment tu vois les choses, Greg? Pas bien. Non, mais moi, alors, j'aimerais beaucoup que Nurkic soit présent contre Oklahoma City parce que Oklahoma City en ce moment, le Thunder n'a pas de pivot. Alors, il joue avec Jalen Williams qui fait de sacrées belles prestations en tant que pivot parce que c'est un joueur d'une complétude assez extraordinaire. Néanmoins, ce serait quand même pas mal qu'on ait la rotation habituelle au poste de pivot qui soit disponible, et notamment Nurkic et Plumlee, tout simplement parce que je pense que c'est un bon moyen de leur faire très mal, d'avoir ces deux joueurs à 24-23 minutes. Plumlee parce qu'il peut attaquer le cercle, on l'a vu, hein, partir au dunk, etc., machin, sur un dribble, poser un dribble et partir au dunk. Et Nurkic, simplement en pesant dans la raquette et avec son jeu de passe. Je pense qu'il y a un coup à jouer là-dessus contre Oklahoma City. Mais moi, mon sujet principal à cause sur ces absences, c'est le fait qu'en fait, sont absents la majorité de nos bons shooters à 3 points. C'est-à-dire que Grayson Allen, Bradley Beal et Kevin Durant font partie de notre top des joueurs à 3 points cette saison. Ouais, top 5-6, quoi. Ouais, c'est ça. Dans l'équipe, à mon avis, je pense que c'est pas loin d'être le top 3. Donc, il y a peut-être Royce O'Neal qui... Ouais, il y a peut-être Royce qui fait se glisse, quoi. Royce s'est un peu baissé là sur les derniers matchs. Aussi, il y a eu le 6/6 là contre... Ouais, c'est ça. Il y a alors Tyus Jones, Kevin Durant, Ryan Dunn, Bradley Beal. Ryan Dunn, on le sort de ce top parce que pour l'instant, on n'a pas un échantillon assez gros pour savoir si c'est effectivement un bon shooter ou pas. Mais effectivement, quand on enlève quand même Kevin Durant, Bradley Beal et Grayson Allen, qui sont nos 3 meilleurs shooters à 3 points, on est quand même sur une équipe qui doit envoyer du 40 shoots à 3 points par match. Il faut que ça rentre. Et surtout que Devin Booker ne les rentre pas. Monte Morris joue peu de matchs.
Bon, là, il devrait avoir des minutes qui remontent un peu. On a Damion Lee qui a besoin quand même de trouver un peu sa place dans cet effectif et de gagner des minutes. Josh Okogie, on en a parlé, ça peut être bien à 3 points, mais c'est pas encore l'assurance tout risque. Moi, c'est rassurant quand même quand t'as Kevin Durant, Bradley Beal et Grayson Allen qui sont là pour prendre les 3 points. T'es plus rassuré que quand c'est Josh Okogie, Damion Lee et Monte Morris. Donc voilà. Moi, c'est ça mon souci premier, c'est qu'on est censé être une équipe qui prend son temps, mais qui shoot quand même 40% de ses shoots à 3 points. Voilà, c'est 44 même. C'est important qu'on les retrouve au plus vite, Grayson Allen et Bradley Beal notamment. Mais bon, je préfère les retrouver peut-être après Oklahoma City, en pleine forme pour tout le reste de la fin du mois et qui se blessent pas trop d'ici au All-Star Game, plutôt que de les avoir à Oklahoma City et de les perdre sur le back-to-back Minnesota-Orlando, quoi. C'est ça. C'est sûr. Avant de te donner la parole, Malo, je vais juste donner cette stat-là, parce que je me suis dit en réfléchissant, mais en fait, il suffit de regarder l'année dernière. Et effectivement, l'année dernière, c'est nos 3 meilleurs shooters en pourcentage. On va enlever Bol, qui a pas un volume suffisant pour être vraiment compris dans ce classement-là. Mais donc 46%, on le sait, pour Grayson Allen, qui était même le meilleur shooter de toute la NBA avec du volume important. Bradley Beal qui était à 43% et KD qui était à 41% la saison dernière. Donc c'est 3 joueurs qui étaient au-dessus de 40% à 3 points, qui en prennent plus cette année. Enfin, en tout cas, Beal et Durant qui en prennent plus cette année en raison de l'évolution du jeu. Donc effectivement, c'est c'est des artilleurs extrêmement importants. Je reprends l'élément que j'ai dit tout à l'heure, c'est tout simplement de la puissance de feu qu'on n'a pas et qu'il faut compenser. Donc effectivement, il y a un vrai souci là-dessus. Malo, ouais, sur les matchs à venir, là, les gros matchs qui s'annoncent. Ouais, bah, puis pour revenir sur ce truc des absences, bah, c'est aussi des défenses qui sont moins attirées par les espaces que laisse Kevin Durant et Bradley Beal notamment aux autres. Bah, c'est pas nouveau, ça permet de démarquer des joueurs et notamment Devin Booker, même si ça marche pas sur ce début de saison. Mais voilà, c'est un peu l'inquiétude. Ce qui serait bien, c'est que d'avoir Bradley Beal pour au moins un des 2 matchs de back-to-back là contre Minnesota et Orlando, ce serait quand même une bonne chose d'avoir un petit peu voilà ce renfort sur l'un des 2 matchs. Je pense qu'on va pas non plus totalement s'écraser. Faut pas oublier que Greg a commencé à le souligner que ok, si même si ça reste très très fort, ils ont quand même pas mal de pépins. Ils ont plus de pivots, leurs 2 pivots sont absents. Leurs 3 pivots même avec Jalen Williams qui est out aussi, Caruso qui est pas là non plus. Enfin, ça fait quand même du nombre, même si ça reste une équipe encore très 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 forte et très profonde. Pour Nurkic, je tempère un peu plus le truc dans le sens où c'est un peu tout rien ouais sur ce genre de match. Soit ils dominent vraiment et notamment au rebond où on a vu justement OKC, c'était leur grosse faiblesse depuis l'absence de Chet. Ça peut être aussi le genre de match où ouais, il totalement pris de manière un peu agressive par un Jalen Williams, c'est quoi, il commence à perdre beaucoup de ballons. Donc c'est sûr que l'avoir, ce sera quand même un plus s'il peut être présent pour le match et ça peut être une arme en plus. Et on a vu Bud, si ça marche pas, il va pas le faire jouer. Donc sur ça, c'est que du plus en fait. S'il revient, on en a parlé aussi dans le dernier podcast, mais c'est voilà cette variété un peu de d'armes, d'options qui en plus là sont limitées. Donc on peut pas on peut pas se cracher d'en avoir une supplémentaire. Pour pour les autres matchs, il y a quand même la place de les prendre malgré les absences, je pense. En tout cas, d'en prendre au moins à peu près 1 sur 2 ou de rester dans une dynamique quand même assez potable et qui, grâce à ce bon début de saison, en tout cas surtout au niveau comptable, de rester à la fin du mois de novembre, d'être encore en positif, je pense. Voilà, forcément avec un pourcentage qui devrait baisser, mais autour des 55-60% de victoire, je pense que c'est jouable et pas du tout irréalisable et trop optimiste. Donc voilà, à voir après ça peut aussi beaucoup évoluer parce que il y a une semaine, tout le monde était en forme de notre côté, on était sur cette victoire d'affilée. Là, on est en 2 défaites sur les 3 derniers matchs avec nos 3 meilleurs shooters d'absents, comme vous l'avez dit. Donc pour l'instant, aujourd'hui, vendredi 15 novembre, 16h16, voilà, j'ai encore confiance de grappiller 2-3 victoires sur les prochains matchs, mais c'est sûr qu'il va falloir retrouver de la santé sans pour autant forcer le retour de joueurs, notamment KD
ou Bradley Beal surtout, voilà, bien qu'il se repose, quitte à attendre 1 ou 2 matchs de plus pour les avoir en pleine forme. Et voilà, peut-être que ça va permettre à certains joueurs j'allais dire de se relancer, oui, parce qu'il a fait quand même quelques bons matchs, ce bon vieux David Booker, mais voilà, peut-être que ça peut être son moment de un peu se réveiller et de faire ce qu'il est capable de faire, c'est-à-dire être le leader de cette équipe, en tout cas le franchise player de cette équipe, ce qui n'est pas le cas sur ce début de saison, c'est clair, je pense. Bah, Oui, on a besoin de Optimus Book, quoi. Mais j'ai Euh, une petite question pour toi, Malo. Il y a 7 matchs là jusqu'à la fin du mois. Tu mets quoi comme bilan? Tu mets quoi comme bilan, oui, sur ces 7 matchs? Tu penses qu'on en prend combien et qu'on en laisse combien? on en prend 3, je pense. Ouais, moi je suis pareil. Et du coup, je te lance, Rod. C'est quoi ton bilan et c'est quoi tes perspectives sur cette. donc ça irait jusqu'à Golden State, c'est ça. Ouais, C'est ça. exactement, ouais. Le dernier de novembre, c'est Golden State. Je Dont pense qu'on 5 en prend matchs à 4. domicile. Je pense qu'on en prend 4. Je pense qu'on en prend 4 parce que je pense que déjà ça va revenir petit à petit au niveau des blessures. C'est pas non plus des gros trucs. Il faut se souvenir que Mm. KD c'était annoncé 2 semaines. Effectivement, tu l'as dit, Malo, ce qui est très à la fois comment dire piégeux et difficile à lire là sur les jours qui arrivent, c'est qu'effectivement il va falloir jongler entre ça, entre le fait de on a besoin de ces joueurs là parce que sinon notre équipe elle a presque aucun sens. On a bien vu lors du deuxième match contre Sacramento que franchement la stratégie défensive c'était très facile, hein. Tu double team Book à chaque fois et déjà l'équipe elle est beaucoup plus elle est quasiment inoffensive. Enfin, j'exagère, tu vois, bien sûr, mais je veux dire, elle est beaucoup moins forte offensivement, elle est beaucoup moins dangereuse, juste en bloquant Book, ce qui paraît quand même un truc tout con et tout machin à faire, quoi. Et effectivement, pareil, défensivement, on a senti quand même qu'il y avait moins de volume aussi. Donc, il faut arriver à jongler avec les deux, à pas faire revenir trop vite les gars parce qu'on en a besoin sur la durée de la saison. Donc pas s'emballer par rapport à ça, accepter le fait qu'il soit absent un match, parfois 2 matchs. Peut-être que Nour aurait dû manquer l'intégralité du back-to-back et que ça aurait été mieux. En tout cas, voilà, vu ce qu'il a produit lors du deuxième match contre Sacto, c'était pas non plus enfin, je veux dire, bon, peut-être que dans d'autres circonstances, j'aurais parlé différemment parce qu'on aurait pu arracher ce match et tout machin, je sais pas. Si on avait mieux shooté, s'ils avaient moins bien shooté, enfin voilà, avec des si. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, voilà, c'est pas des choix qui sont faciles à faire pour Bud. C'est toujours un peu dans l'entre-deux. C'est-à-dire que t'as des mecs qui pourraient jouer. C'est-à-dire que j'imagine que là, le type de blessure qu'ont les gars, c'est le type de truc, t'es en playoff, tu joues en fait, quoi, tu vois, parce que voilà, quoi. Mais là, t'es au moment où justement il faut arriver à gérer, le long terme. On a parlé de continuité, de régularité, c'est ce qu'on espérait cette saison. On sait qu'au niveau des blessures, ça va être compliqué d'avoir l'effectif toujours le même sur la durée de la saison. De toute façon, en NBA, c'est quasiment jamais le cas. Mais c'est aussi justement sur cette profondeur qu'il faut s'appuyer. Et je pense que les matchs là peuvent servir à ça. Peut-être qu'effectivement un Montemoris qu'on a revu poindre là dans la rotation depuis 2-3 matchs, en gros depuis que Durant est absent. C'est intéressant parce qu'il n'était pas là sur le premier match contre Sacto, il revient dans le match contre Utah et ça fait un bien fou parce qu'il y a du guard play en plus et qu'on en a besoin en fait. Même si Durant n'est absolument pas un guard, c'est un joueur qui est capable de tenir le ballon, d'initier des systèmes, de créer des choses quoi pour lui, pour les autres. Donc effectivement, il y a un peu ce côté-là, c'est-à-dire qu'il faut que l'équilibre entre donc la création offensive, le guard play, on va dire d'un côté, la menace à 3 points, donc le spacing d'un côté, donc ça c'est le côté attaque, mais aussi la viabilité défensive et tout. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver qui semblait en très bonne voie avec l'effectif complet et qui est quand même forcément plus difficile, d'autant plus quand t'as tes 3 meilleurs joueurs et tes 3 meilleurs shooters, quoi. Donc effectivement, oui, il y a des ajustements qui vont devoir être faits. Donc pour répondre à ta question, moi je vois plutôt les Suns basculer du bon côté du 4-3 parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un énorme état d'esprit. J'ai l'impression que là, ce match-là contre Sacto, effectivement, c'est une sortie de route, mais en fait, tu vois, c'est malgré. Alors, déjà, c'est pas représentatif de ce que l'équipe est capable de produire à 3 points d'une manière générale, même si effectivement le fait qu'on n'avait pas notre meilleur shooter, ça explique peut-être le fait qu'on était autant en souffrance à 3 points. Mais même si on le voit sous un autre angle, c'est un blowout, ouais, mais c'est un blowout parce que Sacto c'est une excellente équipe là. Enfin en tout cas hier, moi sur les 2 matchs, je les ai trouvés vraiment très très bons. En fait, ils font les bons choix, ils paniquent pas, ils attaquent là où ça fait mal, ils savent servir le mec en feu, on va dire. En tout cas, c'était DeRozan plutôt sur le premier match, ça c'était plutôt Fox, et ça s'est bien goupillé, on va dire, de leur côté. DeRozan d'ailleurs a pas joué la deuxième mi-temps
du deuxième match et ça a pas du tout posé de problème en termes d'efficacité. Ils ont des joueurs un peu des role players qui sont là pour le mastic, des Keegan Murray, des Trey Lyles et tout machin. Donc c'est pas voilà. Pour moi, ils ont un truc globalement qui est peut-être un peu sous-estimé, Sacramento. Et en fait, face à ce type d'équipe-là, si t'es pas toi, au complet, en tout cas en pleine possession de tes moyens, c'est compliqué, quoi. Et effectivement, hier, ça serait malgré le fait que c'était une très bonne équipe en face, on s'est accroché, mais comme on n'était pas en pleine possession de nos moyens, on n'a pas pu tenir. Moi, je pense, et c'est sur ça que je vais finir, c'est pour ça que moi je vois plutôt un bilan en 4-3. Je pense qu'en fait ce fighting spirit et cette profondeur qui est pour moi très très différente de ce qu'on voyait l'année dernière, on va commencer à les voir là dans ces matchs-là. Moi, je pense qu'on peut en prendre un par surprise et qu'il y en a au moins 3 qu'on va prendre un peu logiquement, on va dire. Évidemment, les Nets, ça paraît une victoire évidente, mais comme tu le disais, il y avait les matchs avec les absents pour nos adversaires. On verra. Moi, je vois bien Félix allait gagner à OKC cette nuit. Je devrais peut-être pas le dire. Aïe. Pardon, j'aurais pas dû. Non, je vois pas OKC écraser les Suns cette nuit, bien sûr. Et donc effectivement, c'est vrai que d'une manière générale, il va falloir jongler entre ça, entre la nécessité évidemment de continuer à gagner des matchs et le fait de nos joueurs les plus importants sont tellement importants, évidence de base, qu'il va falloir les ménager et donc surtout pas les faire revenir trop vite, quoi. Que ce soit pour KD, pour Bill, même pour Grayson Allen en fait. Ouais, mais je suis complètement d'accord avec toi. Il faut réussir à ménager la chèvre et le chou. Mais sur ces 7 matchs, on est finalement dans un cas de figure où, grosso modo, il faut qu'on en prenne 3 ou 4. Mais si on n'en prend que 3 et pas 4, mais que ça permet à quelqu'un d'être complètement remis de ses blessures, peut-être que c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Oui, tout simplement parce qu'on a déjà un bilan de 9-3 dans une conférence Ouest où beaucoup d'équipes qui ont des ambitions au moins aussi hautes que les nôtres n'ont pas ces bilans-là. Et je parle notamment des Nuggets, de Dallas et de Minnesota, qui n'ont à ce jour pas des bilans meilleurs que les nôtres, et qui galèrent davantage à trouver du fond de jeu alors qu'elles ont peut-être moins d'absents et moins de blessés. Donc voilà, c'est important. Après, on peut se rappeler que l'année dernière, la saison dernière, moi j'avais trouvé le management des blessures un peu léger sur le début de saison. Par contre, à partir du moment où ils ont compris que Bradley Beal devait vraiment se reposer pour éviter de se répéter le dos, ils ont été hyper efficaces, la cellule médicale des Suns, pour soigner toutes les blessures au fil de la saison. Donc, on espère que ce soit toujours sur le même rythme, et je pense que le goût de Budenholzer pour tester des line-up et tester des joueurs pourra s'exprimer pleinement jusqu'à la fin du mois de novembre, quitte à laisser Bradley Beal de temps en temps sur le côté parce que le mollet tire un peu, quoi. Ouais, notamment sur les back-to-back, je te coupe juste droit de le faire jouer, s'il est en état de faire jouer qu'un match sur deux, Ouais. peut-être d'essayer d'alterner, par exemple, le back-to-back Lakers-Nets, d'alterner peut-être avec KD, tu vois, qui se partage un match sur deux, c'est des possibilités. Tu l'as dit, ils l'ont très bien fait sur la deuxième partie de saison l'an passé, donc je pense que ouais, c'est quelque chose qu'ils sont capables de faire. Et oui, tu l'as dit, la question se pose. Pour moi, elle se pose même pas si on peut entre guillemets se contenter de 3 victoires, 4 défaites et avoir tout le monde en pleine forme début décembre. Bah ouais, là il y aura pas de entre guillemets, il y aura, enfin c'est tout bénef, plutôt qu'essayer d'aller gratter 1 ou 2 victoires en plus et voilà, d'être un peu sur la corde tout au long de la saison, quoi. Grâce justement à comme tu l'as dit, ce début de saison, quoi. Ouais, moi, je pense que c'est un bon résumé de la situation. Enfin, entre les deux, dans cet équilibre qui est difficile à trouver, a priori, effectivement, c'est quand même la santé qui doit être privilégiée. Bon, on parlera peut-être différemment si on enchaîne les défaites là et qu'on arrive dans ce fameux back-to-back en se disant bon, il faut les prendre tous les deux. On n'a pas le choix parce que ça revient fort derrière. On va voir. Mais effectivement, tant que ça tient à peu près à ce niveau-là, et moi j'ai bon espoir que ça puisse le faire. Il y a tout intérêt à privilégier effectivement la santé des joueurs plutôt que la win immédiate. Très bien messieurs, on va passer un peu au gros morceau. Enfin, ce sera plutôt la manière de conclure l'émission et le gros sujet qu'on voulait aborder. Vous en avez déjà un peu parlé. C'est le début de saison mi-figue mi-raisin, mi-figue mi-cactus de l'ami Devin Booker. Alors
il y a des bonnes choses. Il y a eu quelques bons matchs. Il y a même eu un trophée de joueur de la semaine. D'ailleurs, qu'on n'avait pas mentionné Malo, mais c'était juste avant l'émission qu'on a enregistrée la semaine dernière qu'il a eu ce trophée de joueur de la semaine. Donc c'était pour la semaine précédente, la deuxième semaine de NBA. Et pourtant, enfin voilà, il y a quand même beaucoup de frustration du côté des fans des Suns. Il y a beaucoup de frustration aussi, même de sa part. On voit qu'il n'est pas non plus vraiment aussi épanoui là dans le début de saison que peuvent l'être justement un Durant ou un Bill sur ce qu'on voit en termes de body language, de mine réjouie plus ou moins quoi. Il y a ces difficultés au tir qui sont vraiment le gros souci là depuis le début de la saison. Vous discutez tout à l'heure des stats, je vais essayer de les reprendre pour pas dire de bêtises exactement. Concernant de l'ami Devin Booker, on est à 43% au global, 34% à 3 points, donc c'est vraiment pas joli, hein, c'est loin de ses standards habituels. Et même globalement, hein, une impression visuelle enfin, pas à côté de ses pompes, mais vraiment pas du tout au top de sa forme. Alors il semble, ça a été, enfin en tout cas lui il a confirmé, ça a été une rumeur, puis lui il a confirmé en conférence de presse qu'il a été malade. Il y a une indigestion alimentaire, je crois, ou une intoxication alimentaire, quelque chose comme ça. Intoxication c'est mieux d'ailleurs, effectivement c'est plus français. Indigestion alimentaire, c'est un peu menace, bref. Mais je vais vous donner la parole sur D-Book. Comment vous trouvez son début de saison? Est-ce que parce que voilà, nous malgré tout hein, dans Valley Hoop, on essaie quand même d'être souvent dans la nuance. Bon, sauf quand c'est du côté positif. Peut-être des fois on s'enflamme un petit peu, mais du côté négatif, voilà, quand c'est négatif, on essaie pas de voir tout en noir, et ce serait caricatural de dire Book est mauvais, washed, début de saison complètement pété, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas tout à fait ça. Néanmoins, et vous l'avez dit tous les deux là déjà depuis le début de ce podcast, il est un petit peu en dessous, enfin il est en dessous de ce qu'on attend de lui en temps normal. Comment tu vois les choses, Malo? Est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que tu vois des explications? Pour le coup, je suis pas inquiet parce que bah, ça fait que 12 matchs. C'est sûr, c'est frustrant, c'est dommage. Enfin, c'est un joueur qui sous-performe et dans l'effectif, il y en a en plus pas beaucoup, donc bah, c'est sûr qu'on le remarque encore 3 fois plus. Mais pour le coup, je suis pas inquiet pour la suite. Bah, déjà, tu l'as dit, ouais, sur les 2-3 derniers jours, enfin, en tout cas, peut-être le 2-3 derniers matchs, voilà, il avait cette maladie qui le gênait un petit peu. Il y a aussi bah, le fait, notamment le dernier match où bah, il a été doublé toute la rencontre et que bah, on sait que c'est pas forcément ce qu'aime David Booker de devoir scoltiner un peu des prises de toutes les rencontres. Euh, Malgré tout, voilà, tu l'as dit, on va apporter un peu de positif, un peu de contraste. Bah, il y a quand même des choses qu'il fait bien, notamment dans la création du jeu, de continuer le décalage. Pour le coup, sur ça, il est très bon. Il a fait pas mal de matchs avec beaucoup de passes décisives et sans trop de pertes de balles. Donc sur ce domaine-là, il a franchement apporté et ça a été vraiment une belle plus-value. Et notamment, c'est bien mieux que l'année passée où on lui demandait d'avoir ce rôle-là. Donc pour le coup, ça m'a bien plu. C'est sûr qu'à côté, bah, sa réussite au tir, elle est pas du tout bonne. Enfin, il y a plein de trucs comme ça que bah, il est pas du tout encore au niveau auquel on l'attend et auquel bah, lui aussi s'attend à être. Tu l'as dit, dans tous un peu on sent que l'équipe voilà vit bien, que ça se passe bien. Il y a beaucoup de sourires. On sent qu'il est un petit peu plus en retrait, mais je pense que c'est plus une passe. Faut pas oublier non plus que voilà, il a eu les JO cet été, enfin qu'il a pas forcément eu peut-être la trêve qu'il a besoin ou qu'il a aussi, je pense, c'était pas mal pris avec ses chaussures et tout. Donc c'est tout un peu cette énergie, voilà, qui lui manque un petit peu, qu'on sent parfois. Voilà, il a pas ses coups de chaud, c'est ces moments où il va un petit peu rouler et dominer totalement les défenses adverses. Donc c'est sûr, c'est frustrant, surtout quand on aime le joueur, mais pour le coup, je vois pas ça inquiétant. Ce sera inquiétant si dans 2-3 semaines, ouais 3 semaines, mi-décembre, on se retrouve à nouveau sur un podcast et bah c'est toujours pareil, c'est limite pire. Là pour le coup, je commencerai à m'inquiéter, mais pour l'instant, en plus, entre guillemets, on est quand même à 9 victoires, 3 défaites avec ce Devin Booker là. Donc c'est limite peut-être un signe d'espoir dans le sens où bah ouais, si on a le Devin Booker auquel on s'attend en tout cas, David Booker dont voilà, à son niveau entre guillemets, bah on peut que faire mieux quoi. Ouais, c'est ça, il y a de la marge, même du coup collective vis-à-vis de son C'est niveau ça. individuel, quoi. Effectivement. Je suis assez d'accord. En tout cas, le fait de rester calme et de pas s'alarmer.
par le fait que c'est encore un échantillon réduit en début de saison, on sait que les gros joueurs, il y a aussi une phase, alors pas tous, Nikola Jokic si tu nous entends. Bon, lui il a pas trop le choix, mais justement, effectivement, Booker lui n'a pas été forcé de hausser le niveau là sur le début de saison, et effectivement ça a correspondu avec un démarrage plutôt en douceur de son côté. Comment t'analyses toi tout ça, toi, Greg? Faut séparer plusieurs choses. Faut séparer le rendement au scoring du rendement général, ou en tout cas des autres facettes de son rendement, parce que c'est effectivement pas le Devin Booker scoreur qu'on attendait, surtout que pour le coup on attendait vraiment une saison de Devin Booker scoreur. Et pour le coup, on a un mec qui vient de nous fournir 2 semaines et demie, 3 semaines parmi les plus propres de sa carrière en termes de playmaking, à la fois dans la qualité des décisions qui sont prises, dans leur importance dans le scénario des matchs, et aussi dans le volume, c'est-à-dire que c'est le 2e meilleur passeur de notre équipe, et il a enchaîné 3 ou 4 matchs, je crois, à une moyenne assez haute de 7 ou 8 passes, voire peut-être un peu plus. Donc voilà, il y a tout cet aspect-là qui fait qu'il a aussi été chercher un joueur de la semaine en début de saison, et que jusque-là, il a toujours été utile en attaque et aussi de l'autre côté du terrain en défense, où malgré certaines errances en fin de match, ça a été le cas notamment contre les Kings, où il ne boxe pas Keegan Murray, et du coup on se retrouve avec le clutch des Kings qui vont nous chercher l'overtime sur le museau. Ouais, tu parles, pardon, je te coupe, mais tu parles Non, du premier vas-y. match, effectivement. Oui, absolument. On est en Premier tête match, à quoi, une quinzaine de secondes. Ouais. Effectivement, les Kings ont un shoot, je sais plus qui prend ce shoot-là, et sur sur le rebond, mais Booker est vraiment spectateur de chez spectateur. Absolument, Il est ouais. vraiment bloqué au milieu, Absolument. au milieu pas de la raquette, mais genre vraiment au niveau de l'elbow, quoi. Et il y a Murray qui est C'est ça. Murray qui le contourne, qui le passe devant, qui va chercher le rebond et qui met les 2 points. Donc effectivement, Ouais. je crois que c'est Sabonis qui les met, enfin ça se joue entre les deux, mais en bref, en gros, tu te dis si Book avait, oui, comme tu dis, juste Box box out. ou était allé jouer le rebond aussi, enfin, je veux dire, voilà, l'action est différente. En fait, ça m'a rappelé l'action de Kevin Durant contre les Spurs l'an dernier, c'est-à-dire Ah que oui, il y a un peu de ça. C'est vrai. on a une défaite. Avec les spectateurs, ouais. Ouais, c'est ça. On a une défaite bête parce qu'on oublie de faire un truc qui dépend de la rigueur défensive ou offensive de nos joueurs. Mais on sent surtout qu'il est crevé, en fait. Et il y a rien qui exprime mieux le fait qu'un joueur soit crevé que sa maladresse au shoot, quand c'est un joueur qui shoot d'habitude très bien. Ça n'a jamais été un sniper à 3 points. On va pas inventer Devin Booker à 40% en carrière à 3 points, c'est pas vrai. C'est plutôt un joueur qui est entre 37 et 38%, ce qui est déjà pas mal. Mais cette saison, il est à 34% avec un des plus bas pourcentages de sa carrière. Et effectivement, sur l'efficacité, c'est pareil, il est à 51%, et c'est vraiment, vraiment très, très bas. Il est dans le 30e centile à son poste, je crois, quelque chose comme ça. Du coup, c'est effectivement pas suffisant pour Devin Booker. C'est pas suffisant pour un joueur qui est le franchise player de l'équipe. Mais disons que tout n'est pas mauvais. C'est difficile de dire que c'est un joueur qui pèse. Il y a peut-être l'argument effectivement de la fatigue. Peut-être que Devin Booker n'a pas eu un été suffisamment long pour récupérer. C'est vrai que lui, contrairement à d'autres, a joué pendant les Jeux Olympiques un rôle déterminant et un volume de minutes très important. Je ne vise personne, mais voilà. Jason Tatum, si tu nous regardes. Non, mais blague à part, voilà, Devin Booker s'est beaucoup donné pendant cet été. Peut-être que ça lui coûte ce bon début de saison. Mais comme le dit Malo, moi, c'est ça que je regarde le plus. C'est qu'en fait, on est en 9-3, on sera allé disons 13, entre 12 et 13 victoires à la sortie du mois de novembre, avec un bilan plutôt positif. Voire très positif. On sera sans doute dans le top 4 de l'Ouest ou dans le top 5. Et ça, sans avoir un Devin Booker élite en attaque. Pour moi, c'est plutôt une promesse que après un peu de repos. Genre, tu vois, tu disais qu'on avait 5 ou 6 jours d'affilée pendant le mois de novembre. Typiquement, c'est ce qui peut nous faire du bien, c'est d'avoir des joueurs qui se reposent et qui reviennent ensuite en force. Donc non, moi j'ai confiance. Je pense que ça va gentiment se lever. Et encore une fois, sans lui, on arrive à être une équipe du top 3 de l'Ouest. Je pense qu'on peut aussi le rester s'il reste à ce niveau et qu'on évite les problèmes de santé. Moi, tout ce que je lui demande, c'est d'être le Devin Booker des playoffs qu'il sait être. Ouais, de toute façon,
Par pitié, par pitié. On va voir de toute façon, Si seulement. effectivement, c'est comme tu le dis, hein, c'est sur la durée qu'il faudra juger tout ça et qu'on verra vraiment où il en est. Parmi les facteurs aussi qui peuvent expliquer un peu en tout cas j'allais dire mauvaise passe, mais même mauvaise passe c'est pas tout à fait ça. En tout cas les difficultés au tir euh, et euh, et le fait que voilà, c'est offensivement c'est moins impressionnant que ce dont on a l'habitude avec Devin Booker. C'est peut-être aussi le nouveau système auquel il doit s'adapter. On va dire que pour un joueur qui est très plug and play, c'est quand même relativement simple. On l'a vu, Bill était enfin je sais pas s'il était bien adapté, mais en tout cas, il s'est très bien adapté au système de Bud et il est sans être avec un niveau d'usage qui reste réduit. On sent qu'il est bien intégré dans le fonctionnement offensif. D'ailleurs, j'en veux pour preuve ce match-là là, contre le Jazz, donc le dernier match de Bradley Beal en date, où pour moi c'était vraiment le jour à la nuit. Alors Booker fait plutôt un bon match, mais parce que c'est un match où ça rentre en fait, où au tir ça rentre. Donc il finit à plus de 30 points, je sais plus à 30 ou 32 points. Il est assez important en fin de match. Je crois que c'est tout simplement lui qui tue l'affaire au moment où Utah essaye encore de se battre à la fin du quatrième quart. Mais au-delà de ça, effectivement, il y a eu quand même dans le match, donc dans le courant du match, donc vraiment ventre mou, deuxième, troisième quart, où tu as pas mal de séquences avec Bill et des role-players ou Book avec des role-players, et ces séquences sont euh, édifiantes pour moi de où en étaient les deux, alors qu'on a quand même un Bill qui était blessé et qui a loupé le match suivant pour blessure. Il y a une énergie, justement, on parlait de dynamisme et de mouvement dans les 5 avec Bill qu'il n'y a pas du tout dans les 5 avec Book. Alors, est-ce que c'est pas seulement Book, évidemment, mais c'est aussi une adaptation, un ajustement à ce que demande Bud sur le terrain qui est peut-être moins évident pour lui que ça ne l'est pour Bradley Beal. C'est peut-être une question juste de skills et de ce que tu sais faire sur le terrain aussi. Peut-être que voilà ce que demande, comme Booker a une palette plus élargie, on va dire que Bradley Beal, ce que demande Bud à Book est peut-être un peu plus complexe à mettre en place. Il y a de ça aussi. Et comme on l'a dit, il y a des aspects du jeu sur lesquels il fait vraiment, il y a beaucoup d'applications de la part de Booker depuis le début de la saison. Évidemment, j'allais dire le bowling, mais même, enfin voilà, la création pour les autres, parce que au niveau du ratio assist-turnover, je crois que ça n'a jamais été aussi bien dans toute sa carrière que ce Aussi, week-end. Il est dans le centième Attention dessus. centile de la ligue. C'est ça, sachant qu'il est- Il est le joueur Ouais, c'est ça. un des joueurs les plus propres de la ligue. Exactement, sachant qu'effectivement, il est resté au niveau de création. Il a fait plusieurs matchs à plus de 10 passes. Notre autre gag, c'est est-ce que Tyus Jones aura plus de 10 matchs à plus de 10 passes? Pour l'instant, Booker a plus de matchs à plus de 10 passes que Tyus Jones. Donc ça, c'est à noter déjà. Et effectivement, au niveau des turnovers, il s'inspire de l'ami Tyus et il est en dessous de 2 pour la première fois de sa carrière. Donc effectivement, là-dessus, c'est très propre et c'est très intéressant parce que pour le coup, on est quand même... Enfin, je veux dire, ça faisait partie des trucs l'année dernière qui nous avaient beaucoup énervé, tous les turnovers de Booker. Et là, cette année, vraiment, il fait des efforts très visibles sur cet aspect-là. Donc effectivement, moi j'ai presque l'impression que, enfin, en tout cas, en termes de rendu stats, ce qui manque, c'est juste l'efficacité au tir. Mais elle est impliquée par un niveau physique, et c'est là où je suis d'accord avec ce que tu as dit, Greg. Pour moi, il a l'air fatigué, et ça m'inquiète un peu. Donc, je vais peut-être contrebalancer ce que vous disiez, vous n'êtes pas forcément inquiet. Moi, je suis un peu inquiet, parce qu'effectivement, il va y avoir quelques petites plages de repos, mais en fait, là, dans l'état actuel des choses, c'est sur lui qu'on compte, parce que nous progresser. Donc du coup, il y a un souci en fait. On va continuer à tirer la corde. Enfin, tu vois, moi j'ai des grosses inquiétudes sur ça. J'avais des grosses inquiétudes avant la saison sur le fait que Durant et Booker avaient donc eu un été tronqué par leur participation au JO et n'allaient pas vraiment pouvoir se reposer parce que l'équipe a trop besoin d'eux en fait, et que les seuls moyens qu'on les fasse se reposer un peu, c'était qu'ils se blessent, quoi, tout simplement, quoi. Et effectivement, donc c'est ce qui s'est passé avec KD, mais on voyait sur le début de saison KD à 39 minutes, je crois, un truc comme ça, Booker à plus de 35. Et malheureusement, moi, c'est ça qui m'inquiète un peu, c'est que dans ces conditions-là, je vois pas trop comment il peut retrouver de l'énergie, du rythme et un bon niveau physique en enchaînant les minutes avec des grosses responsabilités tous les soirs, sachant que je pense pas que ça va se réduire là dans les matchs qui arrivent. Après, effectivement, c'est là où nous, humbles mortels, on n'est pas tout à fait au fait de ces choses-là. Il y a quand même un truc qui se passe sur NBA, c'est effectivement notamment sur les superstars, où les mecs, en fait, c'est vraiment, enfin, c'est pas que c'est des diesels, c'est que c'est des machines de guerre, en fait. C'est-à-dire que effectivement, ils peuvent ne pas être à très bien physiquement à un moment, mais c'est pas le fait de s'arrêter, c'est juste le fait d'y aller tranquillement, de rentrer dans
rythme, justement. Absolument. Et Ouais, après, c'est ça. là, ils vont être en Dans le mid-saison. rythme un peu. Quoi. Effectivement, Booker, on l'a déjà vu faire ça plusieurs fois dans les saisons Mm. du coup, des Suns, c'est-à-dire commencer, ouais, c'est pas ouf les pourcentages et tout ça, machin, et en fait, à partir de décembre, ça monte en flèche et c'est la Ouais. folie. On a Oui, aussi, Mois de mars c'est aussi. moins de pic de Janvier, forme, mars. c'est clairement décembre, janvier, oui, et souvent, ensuite il effectivement. revient en playoff. C'est Mm. le classique Devin Booker, c'est-à-dire Ouais, qu'en fait clairement. En tout cas, les dernières années, ouais, t'as raison. il fonctionne vraiment comme ça, c'est un gros pic. Généralement, il prend un joueur du mois en décembre ou en janvier, ou en fin novembre s'il est en forme, mais là, bon, ce Ah, sera ça, c'était décembre ou janvier. il y a 2 ans, je crois, quand on avait En fait mars Ouais, aussi, c'est ça. il a Après, des gros il fait un petit gros. pic en mars, il se repose un Ouais, peu en avril, et après, c'est les playoffs. c'est ça. Mais oui, c'est pas un joueur qui va, c'est pas un joueur à la SGA ou à la Jokic qui va être toute la saison au même niveau. C'est vrai que c'est un joueur qui connaît des pointes. Alors, il a un plancher qui est très haut. Mm. D'habitude, là, c'est pas tout à fait le cas en ce début de Justement, saison. on peut nuancer aussi. Enfin, malgré tout, ça reste un plancher pas mal. C'est-à-dire qu'un Booker Absolument, c'est un dégueu plancher au qui est tir, très haut. il reste à 23 points, tu vois. Donc, à 23 points, Absolument. tu vois. Il Oui, a un- c'est ça. et encore là, pour moi, il joue en dessous de C'est son ça, quoi. plancher. Et, pour moi, il joue en dessous de son plancher, un tout petit peu en dessous. Mais pour moi, il a un plancher à 25-26 points par match. Tout à Et fait d'accord. après, ça peut monter à 33, tu vois, sur les périodes de pic. Il est à 33, 60%, 60% d'efficacité. Enfin, c'est Devin Booker. Mais ça, il peut le dire à moi, quoi. Donc Ouais, bon. c'est ça, il peut te le faire un mois et nous faire signer, tu vois, sur 15 matchs, nous faire signer 12 victoires, quoi. Donc, C'est ça. tout est En tout cas, possible, c'est on là. avait cette habitude-là. Mais je vais juste revenir sur ce qu'a dit Rod. C'était ouais, le changement de système aussi joue sûrement. C'est un jeu, tu l'as dit aussi, notamment en termes de voilà, ce hustle dont on a parlé et qui nous plaît énormément. Ça demande aussi plus d'impact physique, C'est vrai. qui n'était pas forcément le cas l'année dernière, de sa faute, oui et non. Enfin, c'était aussi de sa faute parce qu'il s'impliquait pas assez. Et ça, on l'a critiqué comme il le fallait. Et je pense que voilà, il tente quand même de s'ajuster. En tout cas, il rentre un peu dans ces ajustements. Ça se voit notamment à son volume à 3 points. On a dit que on va plus tirer à 3 points. Chez lui, ça se ressent aussi. Il a 40% de ses tirs, ses tirs sont à 3 points. Il avait jamais dépassé les 30. S'il a fait 31 deux fois avant, une 34, même une fois, mais bon. En tout cas, ça a nettement augmenté. Donc voilà, ça modifie son jeu. C'est sûr que même voilà, s'il est à 35, 36%, 36, 37% aujourd'hui à 3 points, en fait, il est à 25-26 points de moyenne avec un bon, voilà, tu l'as dit, l'un des joueurs les plus propres de la ligue à la passe. Et on se dit, bon, c'est un bon début de saison tranquille de Devin Booker. Et ouais, Oui, plutôt, quoi. c'est ça. Donc ça se joue pas non plus à grand chose. C'est vrai. Et il y a aussi un chiffre que j'ai vu là, en regardant un petit peu les stats. C'était sur les tirs assistés. Mm. Et que, en fait, il n'arrive pas à mettre les tirs qui se créent lui-même. Et c'est surtout là que la différence se fait. Parce que les tirs ouverts, les tirs, voilà, à la suite de décalage, il arrive à les prendre. Il arrive à les mettre surtout. Et c'est ces tirs, voilà, j'allais dire c'est mes distances, mais c'est aussi notamment, voilà, ses drives, tout ça, c'est ces 3 points un peu hit check. Enfin, tous ces tirs-là qu'il prend quand il est en pleine confiance sur le défenseur, il va se retourner à l'arrêt, se retourner sur n'importe quel défenseur et ça va rentrer sans toucher le filet en gros. Ces tirs-là, il les a pas cette saison, il ne rentre pas. À 3 points, c'est 75% de ses tirs qui sont assistés. L'année dernière, c'était 61%, donc il y a un gros gap et c'est encore plus flagrant au cercle où 60% de ses tirs sont assistés. Donc, les drives, ils sont beaucoup moins présents. L'année dernière, c'était 46% de ses tirs qui étaient assistés. Donc, il y a ça aussi où, ouais, c'est l'efficacité, il l'a quand il est ouvert, quand il est tout seul. Et tu disais, la fatigue physique chez un joueur, ça se ressent quand il est pas efficace pour ces joueurs de ce calibre-là. Je pense que là, c'est le révélateur entre guillemets de ouais, il n'arrive pas à mettre les tirs qu'il met d'habitude parce que ouais, je pense qu'il est un petit peu moins tranchant sur le premier pas, qu'il est moins machin, qu'il saute un petit peu moins haut, moins longtemps. Enfin, tous ces petits trucs-là qu'il fait si bien d'habitude et que ouais, là pour l'instant, c'est pas le cas sur ce début de saison. Je rejoins peut-être un peu ouais, ses inquiétudes sur Rod, entre guillemets, c'est peut-être le joueur qu'il fallait peut-être qu'il se blesse. Enfin, on peut pas dire ça, mais voilà, c'était un peu le joueur qui avait peut-être besoin de repos, et qui justement là, tout repose sur lui en plus, donc c'est un peu contradictoire, mais voilà, ça peut être aussi un mal pour un bien, où bon, en fait, il va voir un soir où tout va rentrer et ça va le mettre en confiance, et ouais, c'est un joueur qui est capable ouais, d'enchaîner un match à 55 points, 17 sur 23 au tir, et le lendemain d'en mettre que 15.
Voilà, donc c'est un petit peu contradictoire. Il y a aussi un petit point que j'aimerais souligner, c'est la manière dont il arrive à obtenir des fautes quand il n'est pas en forme. Et sur ce début de saison, il y a eu plusieurs matchs où il a très bien fait, notamment les Clippers, je crois, où bah, en fait il finit à 40 points et il fait pas une soirée dingue au tir, il Non, n'en prend pas tellement. il a 15 lancés. Ouais. Mais juste, ouais, bah, je crois que c'était Kofi, je crois, ouais, Amir Kofi. Bah, en fait, il est rentré 5 minutes, il a pris 3 ou 4 fautes sur Oui, c'est Devin ça. Booker. Et du coup, bah, c'est des trucs aussi où, bah, sur des domaines comme ça, il a progressé et ça lui permet d'avoir ce plafond, ce plancher, pardon, bah, j'ai envie de dire quand même haut et qui lui permet d'avoir quand même, bah voilà, c'est 23 points, ça reste quand même très utile quand t'as Kevin Durant à côté enfin, qui en plus fait un très très bon début de saison. Donc, Ouais, candidat MVP. Ouais. voilà, il y a quand même, je trouve qu'il a progressé un peu sur ce plancher, d'entre guillemets, de la régularité où il a plus ses matchs où ouais, il met 10 points, et enfin il en a moins, Ouais. et il est à 5 sur 20 au tir, quoi. Donc je trouve que voilà, on a peut-être moins d'excès, mais dans les deux sens. Et en tout cas, il arrive à limiter, je pense, la casse sur ça. Plutôt content, mais ouais, à voir si il arrive à lancer la machine comme il le faut d'ici un mois, quoi. Mais t'as raison, c'est vrai que sur le début de saison, en tout cas, c'est plus régulier Mm. dans ce qu'il propose d'un match à l'autre, même si bah, il y a quand même eu cette petite poussée là, à 40 points contre les Clippers, match qui à mon avis a fait beaucoup dans le fait qu'il a été élu joueur de la semaine Oui. cette semaine-là. Effectivement, ouais, c'est paradoxal parce qu'effectivement voilà on est content parce que c'est un peu ce qu'on espérait qu'il soit sur un truc un peu pas trop en faire, être d'abord là pour l'équipe, s'assurer que l'équipe tourne bien avant de penser à sa production individuelle, mais bizarrement alors que c'est exactement ça qu'on dit, bah, on n'est pas tout à fait satisfait parce qu'effectivement du coup sa production individuelle est un peu en dessous, d'autant plus et peut-être on peut finir là-dessus que là dans l'état actuel des choses en fait c'est un besoin vital en fait pour les Suns C'est que ça. Booker soit un peu au-dessus parce que bah clairement hein, là sur ce match contre KC sans Bill, sans KD, on sait pas combien de temps Bill va être absent, KD c'est encore au moins une semaine a priori. Là, enfin on peut se dire que c'est génial, que collectivement ça fonctionne bien, quoi que ce soit, ça reste du basket NBA. En basket NBA, il faut avoir des joueurs dominants, quoi. Et c'est le seul qu'on a vraiment Puis, actif, quoi. bah, pour un joueur fatigué, se taper Luguensdort toute la rencontre. Heureusement qu'il n'y a pas Caruso, j'ai envie de dire, pour freiner un petit peu. Mais bon, enfin voilà, avec les aides de Shai et tout ça, enfin, on connaît cette équipe. C'est sûr que c'est pas du tout la bonne match-up avec les blessés qu'on a en plus. Là, c'est clair que ça risque d'être très compliqué pour lui. L'enchaînement, hein, même, Jamais. ce sera Minnesota juste Oui, après. en plus, Ah, ouais, aussi, ouais. Très physique, mais malgré tout, bah, c'est ça, hein, ça va être dur, mais on a besoin qu'on soit, enfin, hausse le ton, là, sur ces matchs-là, si on espérait pouvoir les gagner, quoi. T'es d'accord avec ça, Greg? Ah bah, c'est clair. Absolument, absolument. Il faut qu'il trouve le rythme. Il faut qu'il trouve le rythme. Ce serait pas mal qu'il y ait un petit peu des shooters qui soient de retour autour de lui. Je pense à Grayson Allen, dont la blessure a pas l'air phénoménale non plus. Mais je lui laisse peut-être un petit peu plus de temps que vous. Je me dis que même si ça arrive que début décembre, c'est pas fondamental. Grâce au Ouais, début de c'est ça. saison qu'on a eu. Tu vois, si on avait le bilan des Mavericks, là, je me dirais, attention. Il y a péril dans la demeure. Attention, là, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Ok. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter sur Booker, sur les Suns Je pense que c'est un wrap, comme on dit comment on dit en anglais, comme on dit chez nos camarades américains. Non, pas grand-chose à ajouter pour moi. Ouais. C'est tout bon. C'était très agréable de vous retrouver, les gars. Hâte de faire un Retrouver autre... Devin Booker. Ouais, hâte de retrouver Devin Booker. Hâte de retrouver Bradley Kevin Durant, surtout. Hâte de retrouver Bradley Alors, moi, qui me régale. Et puis, moi, je voudrais juste un petit mot de votre part pour finir sur le nouveau maillot City Edition des Suns. Sur une note de 1 à 13 sur l'échelle de Nash, comment vous l'échelle de Nash. Alors moi, je suis pas du tout un spécialiste moi non plus. Je suis même très mauvais, hein, comme vous le voyez, j'ai un peu une décoration dégueulasse. Là, c'est bref, c'est pas mon truc, mais néanmoins, c'est horrible. Enlève ça tout de suite, Malo.
Nos amis sur YouTube, vous verrez qu'il a un truc aux couleurs du PSG. Ça ne fait pas l'unanimité dans les rangs. Mais ceci dit, tu as remplacé Hicham qui était lui-même supporter du PSG. Donc il y a une certaine logique. Pour dire que sur le maillot El Valle, moi je l'aime bien. Je le trouve pas incroyable non plus. Alors si j'ai bien compris, il est inspiré du maillot du All-Star Game qui s'était joué à Phoenix 95. dans les années 90. Ouais, 95. 95, d'accord, c'est ça. Absolument. Je le trouve C'est le pas mal. All-Star Game où Scottie Pippen veut venir aux Suns et où il Ah, dit à la télé en interview, je veux être un joueur des Suns, etc., etc. Barclay répond oui, tu vas être un joueur des Suns, etc., etc. Et Michael Jordan décide de revenir. Et Michael Jordan décide de revenir et finalement on finira la saison avec Dan Majerle. C'est ça. Très bien aussi. Et Barclay se barre 6 mois après. À Houston. Absolument, absolument. Je crois que c'est cette saison-là, ouais. À peu près. Enfin, je crois que c'est la saison d'après, mais c'est ça. Et En oui, tout t'as cas, raison, c'est un hommage à ce All-Star Game. la saison d'après le départ de Barclay avait été chroniquée par nos amis de Run Sons dans une vidéo que je vous conseille si vous ne l'avez pas vue, qui est vraiment très très bien. Donc sur le maillot El Valle, toute cette digression pour revenir à ça, moi je lui mettrais un 8 sur 13. Il n'est pas exceptionnel, mais il est plutôt bien, tu vois. Genre, je le trouve pas ouf. Je me dis pas genre waouh, j'ai trop envie de l'avoir, mais en même temps je me dis rarement ça d'un maillot. Mais enfin, ouais, non, il est pas mal. Je suis à 8. Et toi, Malo? Ouais, j'aime bien. Je suis pas non plus impressionné. Enfin, comme j'ai pu l'être sur des maillots ces 3-4 dernières années, mais ouais, voilà, une bonne moyenne. Je vais rejoindre Rod un 8. Il est bon. Enfin, il est beau. Ouais, il est entre guillemets simple. Et voilà, il fait une belle référence. Donc, ouais, ouais, un 8 bien sans trop de folie, mais un 8 quand même bien présent, quoi. Eh ben, je serai le négatif de la bande. Je pars sur Tu trouves 5. moche? Très Oh personnellement, je le trouve pas moche, mais je trouve qu'il y a des détails ratés. Je trouve que Ouais. le numéro et le The Valley sont trop hauts. J'ai l'impression que le The Valley veut étrangler le joueur qui porte le maillot. En revanche, le short, c'est 16 sur 13. Il est absolument sublime. Ouais. Absolument sublime. Je pourrais le porter au travail. Chiche. Chiche. Allez, écoute, je t'enverrai une photo. Avec plaisir. Très bien, messieurs. Bah donc oui, on va souhaiter à nos auditeurs de continuer de kiffer. Moi, je voulais finir cette émission sur ça. On en a déjà parlé, mais c'est vrai que moi, je prends beaucoup de plaisir à regarder les matchs des Suns cette saison. Ouais. J'espère que ça va continuer, donc même malgré les absences là, malgré le fait qu'on est un peu sous-staffé, on va dire. Mais vraiment, il y a quelque chose qui se passe dans cette équipe et que j'aime bien. Donc j'espère que ça va se prolonger. J'espère que on va pas justement arriver dans une phase un peu plus compliquée avec les absences. Mais en tout cas, voilà, sur le début de saison de l'ère Bud, on va dire, moi je suis assez conquis et j'ai très envie de voir ce que va donner cette équipe par la suite. Voilà. Absolument. Peut-être petit truc à rajouter, Oui, faire un petit mot peut-être sur l'équipe de G-League qui a commencé aussi, C'est vrai. Sur qui les commence pas si mal. 2 victoires, je crois. une... 3 victoires 3 victoires, une défaite, ouais. une défaite, ouais, c'est ça. Ils avaient avec le perdu fils contre de John Magic, Stockton qui régale apparemment. Ouais, ça. et Jalen Ouais. Bridges aussi, qui est vachement pas mal sur ce début. Je Les sais pas si ça se Madisons. dit vachement pas mal, mais en tout cas, c'est ça. Vachement Mais Jalen Bridges qui a l'air en tout cas, de bien performer. Donc ça va être intéressant à suivre. En Et plus, Tai c'était pas mal aussi hein, sur les 2 dernières victoires, donc pas celle de cette nuit puisqu'il était avec l'équipe A, mais sur les C'est ça. victoires précédents, il avait fait des bonnes perfs au scoring. Donc effectivement, on a ces joueurs là qui sont les two-way qui sont assez intéressants. On a oui le fils Stockton, donc David Stockton, je crois, qui a fait une énorme perf là l'année dernière pour aller gagner en prolongation. Donc contre les Clippers, c'est San Diego Clippers, je crois. Donc effectivement, plutôt bon début pour les Valley Suns et on le voit en fait directement que ça a un effet. Donc je vais reprendre cet exemple de Ty Washington Jr. Donc les deux, donc Bridges et Washington ont été appelés avec l'équipe première, on va dire, en raison justement de toutes les absences là pour le match contre Sacto le deuxième et Ty Washington rentre au milieu du troisième quart et il met ses 2 premiers tirs, je crois, et il finit avec Ouais, il est en rythme. C'est là que c'est précieux bah, d'avoir c'est une ce équipe que de je veux G-League. dire. Bah, ouais. Effectivement, ouais, c'est ça. Le mec était pas au frigo, il était sous le C'est terrain ça. Ouais, il 2 jours, était à 2 jours 300 avant, bornes. il était en rythme quoi. Avec beaucoup de minutes et beaucoup de responsabilités. C'est ça. Enfin, De la confiance, tout ce qui voilà. va bien quoi. Donc effectivement, ouais, c'est très intéressant. On va voir. Moi, j'ai pas mal d'espoir pour ce joueur-là, même si ça fait quand même quelques années qu'il est en NBA. Pour l'instant, ça va pas toujours percé, mais ça reste un joueur sélectionné au premier tour de la draft 2022, je crois, et qui a plutôt un bon potentiel quand même. Ty Washington Jr. Donc ça peut être intéressant de voir comment il se développe du côté des Valley Suns en G-League. Tu as bien fait d'en parler, Malo. Effectivement, on essaiera de donner des petites nouvelles de Valley Hoop de temps en temps de cette belle équipe de G-League. Absolument.
Eh bien, Donc messieurs, voilà. si vous n'avez rien à ajouter, on va souhaiter à nos auditeurs de très bons matchs à venir pour les Suns et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro. Allez, c'est parti. Ça marche. À plus. Ciao.